S'il est vrai que la pensée de Franck est exposée de façon tout à fait claire, cohérente et magistrale, en effet, on ne peut pas, à mon avis, parler de système au sens où la totalité de ses idées, voire de la réalité elle-même, trouverait une expression achevée et intérieurement unifiée. En effet, dans une lettre rédigée à la fin de sa vie, en 1944, qui s'intitule « L'impossibilité de la philosophie », on a des motifs de douter du caractère finalement si systématique que ça de Franck. Dans cette lettre, Franck précise que dans sa vieillesse, il ne cherche plus la philosophie mais la sagesse, mudrost, c'est-à-dire, je le cite, simplement la vérité, pravde, je reviendrai sur ce terme de pravda, simplement la vérité de l'esprit et du cœur. Fin de citation. Il ajoute que la philosophie est un jeu de l'esprit qui consiste à édifier une petite maison avec des cubes en espérant qu'en sorte la vraie maison. C'est même une tentative, c'est toujours dans ce même article, pour boucher avec des raisonnements en guise de mastic les fentes, les fissures et même les effondrements de l'être. Ce mastic n'est pas bon, il ne tient pas longtemps, et les fissures ne tardent pas à réapparaître à la surface. C'est pourquoi, au risque de frôler la contradiction, Franck précise que son rôle consiste plutôt à démontrer philosophiquement l'impossibilité de la philosophie au moyen de la docte ignorance plutôt que d'édifier un système. La docte ignorance étant donc un concept qui vient de Nicolas Decuse, je reviendrai un tout petit peu là-dessus, que Franck interprète comme le dépassement par la pensée de la sphère de la pensée abstraite, et qui consiste donc à cerner l'impossibilité de penser par la pensée, de cerner les propres limites de la pensée par la considération des contradictions de la réalité. Donc on pourrait peut-être dire que Franck est plutôt l'homme d'un système inachevable, ouvert sur la dimension extra-philosophique de la religion, perçue comme dialogue intime avec Dieu. Dans la conférence que je vous propose, qui traitera donc du thème de l'amour, je vais parler de la vie de Franck de façon assez simple, les événements les plus décisifs dans sa vie de philosophe. Ça évoquer sa place dans la philosophie russe, c'est-à-dire comment est-ce qu'il l'a comprise, et puis comment cette compréhension de la philosophie russe s'ajointe à sa propre théorie de l'amour, et refaire un petit peu le parcours à travers ses œuvres qui l'a amené à sa vision de l'amour comme un nous, c'est-à-dire comme la conscience d'une co-appartenance à une communauté d'esprit. Alors, quelques mots pour commencer sur la vie de Simon Franck, qui sont issus de l'autobiographie qu'il a rédigée lui-même en 1935, donc qui permet déjà de situer un peu ce qui lui a paru important. 35, c'est pas très longtemps avant sa mort, 15 années avant sa mort, et qui sont aussi issus du travail fourni par les spécialistes de Franck qui œuvrent un travail de fourmi pour reconstituer toute sa vie, en particulier à la maison Franck de la ville de Saratov, où Franck a passé quelques temps. Pour ceux qui parlent russe, il y a beaucoup de vidéos sur Franck sur le site internet de la maison Franck de Saratov. Franck a une vie assez typique des intellectuels russes de cette époque, mais peut-être plus que d'autres, on peut dire qu'il a joué de malchance dans la diffusion de ses œuvres auprès du public. Il est resté peu connu, en France en particulier. Seules 2 de ses œuvres sont traduites en français. La première, c'est La connaissance et l'être, qui est ici, Предмет знания dans la version russe, donc c'est sa thèse de maîtrise de 1915, et traduction beaucoup plus tardive, L'inconcevable, qui est la traduction d'un ouvrage donc, qui est d'abord écrit en allemand, Das Unergründliche, et que Franck a retraduit, enfin a écrit en russe, sa langue natale, sous le titre Непостижим, et qui donc le livre allemand c'est 1935 et le livre russe c'est 1939, et ce sont les 2 articles de Franck qui sont livres de Franck qui sont accessibles en français, sachant que
l'activité de Franck, c'est beaucoup une activité de professeur extrêmement érudit, mais il compte aussi un grand nombre d'ouvrages et un nombre encore plus grand d'articles dans tous les domaines. En fait, Franck a été beaucoup empêché par les événements historiques qui l'ont contraint à des déplacements, à des conditions de vie difficiles, et puis son style, qui est peut-être plus exigeant et moins dramatique que celui d'un Chestov, par exemple, que je connais depuis plus longtemps que Franck, le rendent aussi plus difficile d'approche, et Franck semble lui-même d'ailleurs s'en irriter dans un de ses derniers livres en disant que bon, après tout, la philosophie c'est du travail conceptuel et c'est normal que ce soit un peu aride, mais il y a eu quand même une sorte de souffrance autour du fait de se trouver un public, voilà, pour Franck. Dans la vie de Franck, on peut distinguer deux périodes. 1877-1922, c'est sa période russe. Et 1922-1950, c'est la période de l'émigration allemande, française, puis anglaise. Semyon Ludwigovich Frank est né le 16 janvier 1877 à Moscou. Son père, Ludwig Samuilovitch, était un médecin. Je ne peux pas vous dire. Donc son père était médecin et il a été décoré pendant la guerre russo-turque de la seule médaille qui était accordée aux Juifs à ce moment-là. Et il meurt alors que Semyon n'a que 5 ans, en 1882. C'est le premier contact avec la mort sous la forme de l'expérience d'une main froide et qui ne se soulève pas, sachant qu'il avait été malade et que voilà, les enfants avaient l'habitude d'aller auprès de ce père. Franck mentionne deux figures familiales importantes après le décès de son père dans le développement de son identité. La première de ces figures, c'est celle de son grand-père maternel, Moïse Mironovitch Rosiansky, qui était courtier en thé et surtout qui jouera un rôle important dans sa vie spirituelle. Il connaissait la Bible, le Talmud, le commentaire de Rashi, a fait apprendre à Franck l'hébreu pour lire la Bible dans cette langue. Il l'emmenait à la synagogue à l'occasion des grandes fêtes et lui fit promettre de continuer d'étudier l'hébreu et la théologie. Même si Franck s'est converti à l'orthodoxie en 1912, il considérait ne pas avoir trahi sa promesse faite à son grand-père, puisque sa foi s'était établie selon lui sur les fondements de cette éducation religieuse. La seconde figure importante de l'enfance de Franck, c'est celle de son beau-père, Vassili Ivanovitch Zak, qui était pharmacien, qui donc a épousé en seconde noces sa mère, et qui avait fréquenté dans sa jeunesse le milieu populiste révolutionnaire et avait même été exilé en Sibérie. Grâce à lui, Franck a lu Mikhailovski, Dobrolubov, Pisarev, même si ces auteurs n'ont pas eu une grande importance sur lui en termes de doctrine. Il dit que ces auteurs lui ont fait prendre conscience de la nécessité d'avoir une vision du monde. En 1994, Franck entame des études de droit à l'Université impériale de Moscou et il fait état d'un tournant spirituel à l'automne 1996 qui va le pousser à rompre ses liens avec le mouvement, le milieu révolutionnaire, quitte à passer pour un traître, un déserteur, etc. Et il se découvre à ce moment-là une soif passionnée de connaissances pures, désintéressées. C'est la naissance du philosophe contemplatif. En 1899, cependant, pour avoir participé d'extrêmement loin à un mouvement révolutionnaire, il avait rédigé une proclamation, il est arrêté et on lui interdit de poursuivre ses études dans les grandes villes universitaires russes pendant 2 ans. Et donc il doit aller étudier à Berlin, où il étudie à la fois l'économie politique et la philosophie, entre autres Kant, Simmel, Windelband. À son retour, il arrive à écourter sa peine et à soutenir sa maîtrise de droit à Kazan. Il devient ami avec Piotr Struve et prend part au recueil qui s'intitule « Les problèmes de l'idéalisme », paru en 1902, avec un article dont je reparlerai tout à l'heure qui s'intitule « Friedrich Nietzsche et l'éthique de l'amour du prochain », pardon, l'éthique de l'amour du lointain, sur lequel je reviendrai. Autour de 1906, Franck a élaboré le plan d'un système philosophique et il commence, en plus de ses cours
à donner des cours de psychologie sociale. En 1908, il se marie, il épouse Tatiana Sergeyevna Bartsova. En 1909, sa mère décède à l'âge de 52 ans. En 1912, donc c'est la conversion à l'orthodoxie, qui permet à Franck de devenir orthodoxe, ça permet à Franck de devenir professeur. Alors je ne sais plus où. Bon, en tout cas, en 1915, Franck rédige La connaissance et l'être, son plus grand accomplissement, de ses propres mots, à cette date, qui constitue sa thèse de maîtrise. Sa thèse de doctorat s'intitule L'âme de l'homme, Dusha Человека, qui prolonge ce travail, mais sa soutenance n'aura pas lieu en raison des circonstances de la Révolution de 17. Au cours de l'été 1917, il doit partir de Leningrad où les conditions deviennent difficiles et il est nommé à la faculté historico-philologique de Saratov. Il y passe 4 ans, ensuite il retourne à Moscou en 21 et en 1922, c'est là que s'ouvre la deuxième période de la vie de Franck avec l'émigration, puisque Franck est arrêté et exilé sur ce qu'on appelle le bateau des philosophes, Filosofski Parahod, selon l'expression consacrée, et sur lequel il y a eu en tout 11 philosophes condamnés à l'exil par Lénine, Franck, Berdyaev, Bulgakov, Lossky, Ilyin, Kersaïn, Florovsky, Lapchin, Sarokin, Vysheslavtsev. Donc, ces 11 philosophes sont tous des philosophes de premier plan et représentent presque la quasi-totalité du monde philosophique russe, sont restés en Union soviétique Pavel Flariensky, Alexei Loos et Fishpiet. Et Kojève était déjà parti et Chestov aussi était déjà parti. Donc, certes, il n'y a pas eu que des philosophes déportés en 1922, mais c'est une déportation qui est philosophique, enfin qui concerne les philosophes dans son propos, puisque bon, il ne s'agissait pas d'opposants déclarés au régime, mais il s'agissait d'intellectuels qui auraient pu avoir une influence assez importante sur la jeunesse auquel s'ouvraient les universités et qui défendaient, en tout cas pour Franck c'est tout à fait vrai, une forme d'idéalisme. Alors Franck n'appellerait pas ça un idéalisme, mais bon, en tout cas quelque chose d'opposé au matérialisme soviétique. L'épouse de Franck, Tatiana Sergeyevna, raconte que beaucoup d'exilés comprenaient qu'ils quittaient leur pays pour toujours, ce qui serait le cas de Franck. Bon, il y a un peu des hésitations parce que par la suite, il a écrit des lettres dans lesquelles il disait qu'il comptait revenir, mais bon, en tout cas, elle dit qu'elle l'a surpris pleurer, comprenant qu'il ne reverrait plus ce pays auquel il était attaché. La famille de Franck s'établit à Berlin. Ils sont accueillis par le demi-frère de Sémion, le peintre Léon Zach, exilé depuis 1920, qui est peintre, qui sera naturalisé français en 1936. Une source d'inquiétude importante pour les exilés concernait les effets personnels, en particulier les bibliothèques, impossibles à transporter. Celle de Franck, comme celle de Berdyaev, a été vendue en grande partie et une autre partie a été conservée chez des proches à Saratov, avec ses carnets de notes, ses cours, etc. Et puis, ils ont trouvé un moyen de se les faire envoyer à Berlin. En 1923, Franck rédige Le sens de la vie. À la fin de 1928, il projette la rédaction en allemand de ce qui deviendra donc son ouvrage le plus connu, L'inconcevable, dont j'ai déjà parlé. Et il dit avoir écrit, je cite, son Chant du cygne. En fait, il écrira d'autres ouvrages après, mais peut-être qu'effectivement, c'est le plus important. Bon. En 1930, il a une expérience de savoir vivant, je reviendrai sur cette expression, qui lui révèle, en pied de nez au « je pense donc je suis » de Descartes, cogito ergo esse absolutum, je pense donc l'absolu est. Il enseigne en Allemagne l'histoire de la pensée et de la littérature russe à l'université de Berlin. Il donne de nombreuses conférences à l'étranger. En 1933, il est démis de toutes ses fonctions. Il commence à organiser son départ, mais il manque de moyens financiers. En 1935, les Francs parviennent à gagner la France
en région parisienne, puis sur la Côte d'Azur et dans les Alpes. Franck réécrit L'inconcevable en russe, dans l'espoir de trouver des lecteurs, et en 1943, pendant l'occupation, ils doivent se cacher des autorités à Alvar-les-Bains, près de Grenoble. Et puis, en 1945, la famille parvient à s'exiler à Londres, où Franck meurt en 1950. En dépit de la maladie, Franck semble avoir pratiqué la philosophie jusqu'à son dernier souffle et fait des projets jusqu'au bout. Ces deux derniers ouvrages s'intitulent La lumière dans les ténèbres, Sviatvatmie, paru en 1929, et La réalité et l'homme, Realnosti Человек, qui est publié à titre posthume et qui est également terminé en 1949. Comment situer Franck au sein de la philosophie russe? Et pour répondre à cette question, je me suis demandé ce que pensait Franck de la philosophie russe, et il se trouve qu'en fait il a écrit plusieurs articles sur ce thème et il donne une caractérisation assez précise de ce qu'on peut entendre par ce terme. Dans un article initialement publié en allemand en 1925 qui s'appelle « L'essence de la philosophie russe et ses leitmotifs », Franck recherche les aspects de la philosophie russe qui sont véritablement originaux, c'est-à-dire non pas idiosyncrasiques, propres à la philosophie russe de façon à la refermer sur elle-même, mais au contraire, un peu à la manière de l'amour, les éléments qui sont ouverts sur la philosophie universelle et qui sont susceptibles de l'enrichir, de lui apporter un gain. Franck explique que cela exclut toutes les variantes de systèmes philosophiques classiques, les hegéliens russes, les schellingiens russes, etc., ne sont pas comptés dans l'originalité russe. Et donc, le point de départ d'une philosophie russe systématique se trouverait à la fin des années 1880 chez Lev Lapatin, un ami de Vladimir Solovyov, qu'on considère en général comme le fondateur, le père fondateur de la philosophie russe systématique. Mais ce serait seulement avec Nikolaï Lossky qu'apparaît une véritable école philosophique scientifique et systématique, telle qu'elle pourrait devenir un étalon de la philosophie russe, comme l'idéalisme pour la philosophie allemande. Pour Franck, pour parler d'une philosophie russe, il faut se séparer de l'idée selon laquelle la philosophie serait cantonnée à la théorie de la connaissance. Il avance le concept d'intuitivisme concret qui serait lié à une spécificité de la langue russe, à savoir l'existence de deux mots pour signifier la vérité. Le premier de ces mots, Istina, correspond à l'allemand Wahrheit et renvoie classiquement à l'adéquation théorique entre la chose et l'esprit. Le second mot, en revanche, Pravda, est plus spécifique, pour ne pas dire intraduisible. Il est dans les intraduisibles de Barbara Cassin, justement. Il renvoie, donc là j'expose le point de vue de Franck, en plus de la vérité théorique, il renvoie le mot Pravda au bien fondé de la vérité, de la vie, au bien fondé de la vie, à son droit moral à exister. Nravstvenaya pravata. Je cite Franck, à l'essence spirituelle de l'être, au moyen de laquelle il s'unifie intérieurement, trouve sa sanctification et son salut. Fin de citation. Pour Franck, la recherche de la vérité au sens de Pravda, de vérité pour ainsi dire active, vivante et unifiante, est typique de la philosophie russe. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le monde et la vie, mais, je cite à nouveau Franck, de concevoir le principe moral et religieux sur lequel repose l'édifice du monde afin de transfigurer le monde, trouver la purification et le salut. Dans cette recherche passionnée d'une vérité transfiguratrice qui n'est pas seulement une pensée vraie mais un être vrai, s'exprime toujours selon Franck le désir d'un triomphe définitif sur le mensonge et l'injustice. La recherche de la vérité est donc à la fois une recherche de sainteté, de soumission à l'essence religieuse du monde. Par conséquent, l'éthique religieuse est à la fois indissolublement une ontologie religieuse et aussi une philosophie de l'histoire et une philosophie sociale. À cet égard, Franck met en évidence deux traits caractéristiques supplémentaires de la philosophie russe. D'après lui, elle est également étrangère d'une part à une attitude d'impassibilité pseudo-objective
et d'autre part à un subjectivisme sentimental qui consisterait à se délecter de sa propre vie intérieure. Dans l'esprit d'un Dostoïevski, la philosophie russe, portée par un sentiment de responsabilité de chaque homme pour tout le mal commis dans le monde, cette philosophie ne peut trouver l'apaisement moral que dans le salut de l'humanité tout entière, et non pas de croyants à titre personnel. Il découle de cette conception de la vérité une transformation des moyens de connaître et diverses tentatives originales répertoriées parmi les philosophes russes pour conjurer l'idéalisme transcendantal de Kant, c'est-à-dire conjurer l'inaccessibilité des choses en soi, afin de pénétrer réellement l'être au-delà de l'opposition entre le sujet et l'objet de la connaissance. Cette ambition donne, selon Franck, un tour antirationaliste à la philosophie russe, c'est-à-dire non pas irrationaliste ou confus, mais opposé à l'idée que la connaissance discursive pourrait épuiser ce qu'il y a à connaître de la réalité. C'est le thème du savoir vivant, Żywoznanie ou Żywoznanie, développé par le slavophile Ivan Kilievski, puis repris par Solovyov et par par Franck lui-même. Dans sa théorie de la connaissance, qui comprend 3 niveaux, chez Franck, le savoir vivant et le degré suprême de l'intuition. Le premier type de connaissance est celui de la connaissance abstraite ou connaissance d'objets qui opère une transformation des données de l'expérience en propositions logiquement articulées. C'est une connaissance partitive qui projette une lumière locale au sein de la masse obscure que constitue pour nous le reste de la réalité, l'inconnu. L'intuition, ensuite au deuxième niveau, qui se trouve au-dessus, est la saisie par l'esprit de l'unitotalité. Je reviendrai sur ce terme, donc de tout ce qui n'est pas connu, sur fond duquel se dessinent les schémas de la connaissance partitive. Ce qui est intuitionné, ce n'est pas un objet déterminé, mais le réel, connu et inconnu compris, que présuppose et qui rend possible la connaissance. On pourrait appeler l'intuition la connaissance concrète du quod, du fait que la réalité existe, qui conditionne la réalité abstraite, qui conditionne la connaissance abstraite du quid, de ce que sont les choses, les objets de la connaissance. Cependant, ce deuxième niveau de la connaissance n'est pas le plus haut. Le savoir vivant, c'est, je cite Franck, la découverte de la réalité à elle-même, en nous et pour nous. Et ici, ce qui est connu se présente comme confondu avec notre vie elle-même, comme amour. Cette intuition suprême, également appelée expérience pensante, pourrait être rapprochée, parce que c'est assez délicat à comprendre, du motif plotinien de la patrie intelligible, à laquelle l'âme est supposée faire effort pour retourner, et ayant accédé dans quelque chose comme une extase au monde intelligible, elle accède à une intuition dans laquelle les idées sont transparentes les unes pour les autres. La notion de savoir vivant implique que la conscience, comme tous les phénomènes psychiques, ne soit pas un épiphénomène du monde extérieur, mais qu'elle soit enracinée dans la réalité, qu'elle fasse partie de l'être. Parmi les concepts typiquement russes que Franck contribue à élaborer, il faut mentionner l'unitotalité, dont je viens de dire un mot, всеединство, et la conciliarité, соборность. La philosophie de Franck, comme l'a fait remarquer Zenkovski, et comme Franck le disait d'ailleurs lui-même, est profondément marquée par le motif de l'unité. Il explique, je le cite, « J'ai toujours été un moniste, au sens large de ce mot. J'ai toujours compris la diversité comme soumise à l'unité et pénétré par elle. J'ai été un platonicien, reconnaissant la réalité des principes et des forces communes. Je suis enclin à reconnaître l'autre monde intérieur, spirituel, avant tout dans sa contradiction et son opposition au monde extérieur empirique. L'unité dont il est question ici est cette présence enveloppante, insondable, qui irrigue toute la réalité et dépasse l'opposition permanente entre l'intérieur, la vie intérieure spirituelle, et l'extérieur empirique, qui constitue les deux plans
où se déploie constamment la vie de l'homme. Franck a développé cette idée à la lumière de Platon, de Plotin, de la tradition chrétienne, en particulier Nicolas de Cuse, et aussi à la lumière de Vladimir Solovyov. Les affinités entre Franck et Solovyov sont très nettes et assumées, en particulier dans un article comme L'héritage spirituel de Vladimir Solovyov, où Franck écrit « Ce que Lomonosov avait fièrement prédit, la terre russe est capable d'enfanter ses propres Platons, dut attendre la personne de Solovyov pour se réaliser. » Pour le dire de façon synthétique, l'unitotalité chez Solovyov désigne la libre réunion dans l'absolu de tous les éléments de l'être grâce à l'action de la Sophia, ou sagesse divine qui unifie intérieurement toute la création en vue de l'unité parfaite de la créature et du créateur dans le royaume de Dieu. Cependant, dans l'inconcevable en particulier, aussi dans les fondements spirituels de la société dont je parlerai, Franck n'aborde pas l'unitotalité dans une perspective eschatologique, mais plutôt dans sa dimension épistémologique, c'est-à-dire comme cet inconcevable et primordial il y a, le quod, le fait que la réalité existe, sans lequel rien n'est pensable et dans lequel je suis toujours déjà compris. À cet égard, l'unitotalité est un nous ontologique et Franck parle également d'un sociomorphisme de l'être. Je reviendrai sur cette idée. L'autre concept majeur de la tradition intellectuelle russe qu'on trouve chez Franck, c'est celui des sabornes, qui a été élaboré par les premiers penseurs slavophiles du milieu du XIXe siècle, en particulier Alexei Khremnikov, et qui joue un rôle de premier plan dans la conception de l'amour de Franck, puisque la saborne, c'est l'essence même du nous social, de la communauté sociale. Ce mot est traduit classiquement par conciliarité, quelquefois ecclésialité ou solidarité. Il vient du mot sabor, qui signifie cathédrale et concile. La conciliarité renvoie à la réalité spirituelle commune qui irrigue et qui vivifie, qui unifie de l'intérieur les diverses formes extérieures que prend la vie sociale de l'homme. Et pour Franck, cette conciliarité, elle a ceci de particulier, qu'alors que dans l'organisme animé individuel, on n'a affaire qu'à une conscience également individuelle, dans la société, il n'y a pas de sujet unique, cohérent, de conscience conciliaire. La conscience, elle est individuelle. L'unité spirituelle s'incarne donc pas dans cette idée que serait une conscience conciliaire. L'unité spirituelle s'exprime dans la liaison interne des consciences individuelles distinctes des membres de la société, qui a pour autre nom l'amour. La liaison interne des consciences individuelles distinctes des membres de la société. Quand on parle donc d'âme du peuple, on n'a pas affaire à l'unité simple et absolue du sujet, mais à ce que Franck appelle une unimultiplicité, dont la réalité s'exprime par la concordance et le rassemblement d'une multiplicité de consciences individuelles. Je cite un résumé de Franck sur cette idée. Pour formuler cette idée brièvement, on peut dire que la société, à la différence de l'être animé individuel, n'est pas en tant qu'unité conciliaire un quelconque je, mais un nous. Son unité existe en étant présente et en agissant en tant que conscience de la communauté, en tant qu'idée d'un nous dans ses membres particuliers. Cette conscience de la communauté en moi, ou idée d'un nous, est en elle-même inconcevable en ceci qu'elle m'enveloppe de sa réalité immémoriale, qui me donne d'être un humain, qui me donne d'être un être humain qui vit dans ma société, ma famille, etc. En effet, ce qui est concevable présente des corrélations claires et nettement différenciées, ce que la relation d'amour ne permet pas puisque je suis intérieurement transportée dans cet autre auquel j'accorde plus de valeur qu'à ma propre vie. Le conçu ne peut pas m'inclure concrètement sans perdre son objectivité. Or, je suis toujours pris dans cette unité primordiale du nous, ce pourquoi l'amour est de l'ordre de l'inconcevable et du vécu.
Cette pensée du nous n'est pas seulement au centre de la philosophie de Franck, elle est également typique selon lui de la philosophie russe. Ceux qui l'affirment très explicitement. La philosophie occidentale, dit-il, part du jeu, fermé sur soi et impénétrable aux autres. La philosophie russe, au contraire, est une philosophie du nous, qui n'est pas l'unité extérieure de la masse des jeux dans une synthèse a posteriori, mais une unité primordiale, indestructible, au sein de laquelle émerge le jeu et au moyen de laquelle le jeu devient possible. À ce titre, l'idéologie communiste, comme interprétation collectiviste, mécanique et indifférenciée d'un nous, qui fonctionne finalement comme un ça, je reviendrai sur ces termes, n'est finalement pour Franck qu'un contresens sur le thème fondamental de l'amour décisif dans la philosophie russe, que Franck définit comme la nature ultime et la plus profonde de la relation je-tu, autrement dit un nous. Franck n'est évidemment pas arrivé immédiatement à l'idée selon laquelle nous découvrons dans l'amour l'essence conciliaire à la fois de notre identité et pour ainsi dire de la réalité. Il y a un assez long chemin que je vais parcourir maintenant avec vous. Mais le thème de l'amour est quand même un fil rouge puisque le premier article de Franck, le premier article philosophique, est justement consacré à l'amour. Il s'intitule « Friedrich Nietzsche et l'éthique de l'amour du lointain ». C'est un article de 1902 et il est intimement lié au thème et à l'expérience de la souffrance. En effet, dans cette période, Franck est bouleversé à la fois par une histoire d'amour malheureuse qui lui révèle que la souffrance est une forme d'éveil à la vie spirituelle et bouleversé aussi par la lecture de Nietzsche, non tant par sa doctrine que par une certaine atmosphère de profondeur de vie spirituelle, je reprends ces mots, de lutte spirituelle qui émanait de son livre, en l'occurrence Ainsi parlait Zarathustra. En fait, dans Zarathustra, Franck se découvre lui-même et il écrit « C'est à ce moment-là que j'ai senti la réalité de l'esprit, la réalité de la profondeur de ma propre âme. Et sans aucune décision particulière de ma part, mon destin était scellé. J'étais devenu un idéaliste, non pas au sens kantien, mais un idéaliste métaphysicien, porteur d'une certaine expérience spirituelle, m'ayant ouvert la voie vers la réalité intérieure et invisible de l'être. J'étais devenu un philosophe. » Donc cet article que Franck décrit comme immature sur le plan philosophique n'est pas un article académique, ce que Franck d'ailleurs revendique, mais il essaye quand même de produire une interprétation de Nietzsche, et c'est du coup un article assez difficile à saisir parce que c'est pas l'expression de thèse personnelle de Franck, on est plutôt dans une exégèse assez partiale, assez étonnante de Nietzsche. L'influence de Georg Simmel, qui est nommément citée dans le texte, est assez importante, voire très importante, puisque Simmel tenait à montrer que l'individualisme de Nietzsche n'est pas un égoïsme, puisqu'il vise un être et non pas un avoir, ce que dans sa démarche, Franck essaye aussi de faire, c'est-à-dire de montrer dans son interprétation du surhomme une forme de dépassement de l'alternative entre sacrifice de soi dans l'amour du prochain et égoïsme qu'on pourrait lire dans l'amour du lointain. Bon, je vais essayer de préciser un peu cela. Dans ce premier article, l'amour est envisagé dans sa dimension éthique en tant qu'attribution de valeur. La question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui est digne d'attention et de soin dans l'homme, qu'est-ce qui m'oblige exactement et à quoi suis-je obligé dans la relation éthique. Franck consacre tout son article à expliquer un passage d'Ainsi parlait Zarathustra dont je vous lis des petits morceaux, où Zarathustra dit « Vous vous pressez autour de
votre prochain et vous avez pour cela de belles paroles. Mais moi, je vous dis, votre amour du prochain n'est que votre mauvais amour pour vous-même. Vous vous réfugiez auprès du prochain pour vous fuir vous-même et vous voudriez vous en faire une vertu. Mais je perce à jour votre désintéressement. Le toi est plus vieux que le moi. On a sanctifié le toi, mais pas encore le moi. C'est ainsi que l'homme se presse vers son prochain. Vous conseillais-je l'amour du prochain, je préfère plutôt vous conseiller de fuir votre prochain et d'aimer le plus lointain. Plus haut que l'amour du lointain et l'amour du lointain et du futur, plus haut que l'amour des hommes et l'amour des choses et des fantômes. Ce fantôme qui court devant toi, mon frère, il est plus beau que toi, pourquoi ne lui donnes-tu pas ta chair et tes os ? Mais tu as peur et tu cours te réfugier auprès de ton prochain. L'avenir est ce qu'il y a de plus lointain, que ce soit pour toi la cause de ton aujourd'hui. Dans ton ami, tu dois aimer le surhumain comme la cause de toi-même. Mes frères, je ne vous conseille pas l'amour du prochain, je vous conseille l'amour du plus lointain. Donc, dans son article, Franck s'intéresse au conflit entre les deux valeurs, du prochain et du lointain, qui se disputent la suprématie morale dans l'âme de l'homme, avec l'idée que les valeurs sont ça aussi c'est une idée de Zimmel, sont dans une sorte de lutte à mort entre elles. L'amour du prochain, c'est une attitude bienveillante, fondée sur la sympathie pour ceux qui sont proches de nous. C'est un amour concret, instinctif, compatissant, doux, soucieux des intérêts immédiats du prochain et qui répugne à le voir souffrir. On peut penser ici à la pitié comme, je cite Rousseau, répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible et principalement nos semblables. Pitié également évoquée dans l'Émile dans des termes qui font un peu penser au dernier Franck, que pour le coup, ce n'est pas dans nous, c'est dans lui que nous souffrons. De son côté, l'amour du lointain est abstrait. Il concerne les idées et les gens qui ne nous sont pas proches, en particulier nos descendants, mais aussi nos compatriotes, voire l'humanité entière. Il implique une certaine lutte contre les prochains, dont la passivité et le refus de la souffrance empêchent le triomphe du lointain. L'amour du lointain ne peut pas être compatissant, il doit assumer une certaine dureté, voire une certaine cruauté. Il rappelle ce vers de Hamlet de Shakespeare, « I must be cruel only to be kind », kind étant à entendre non pas au sens de bienveillant, mais d'appartenance au genre humain, humankind. Pas d'humanité, pas de vertu sans cruauté, c'est-à-dire sans supporter la souffrance, la sienne et celle d'autrui. Ces deux objets d'amour, le prochain et le lointain, avec tout ce que cette expression a d'inexact dans le fond, coexistent en fait en général dans l'éthique des gens. Par exemple, c'est un exemple de Franck, une mère souffre en voyant son enfant pleurer, mais c'est pas un exemple de Franck, mais c'est un peu inspiré de Franck, mais ces larmes ne l'empêchent pas de le faire, par exemple, vacciner pour le souci de la santé publique ou de maintenir une sanction pour l'éduquer, par exemple. Il y a une capacité chez la mère d'endurer la souffrance au nom d'une perspective plus lointaine. Cependant, il y a dans le fond une opposition radicale entre ces deux types d'amour. L'avenir comme progrès n'est en effet concevable que du côté du lointain, et son amour implique une forme de mépris, de dégoût pour le présent. Et c'est donc au nom de ce bien abstrait, car futur, que la souffrance présente concrète doit être acceptée, non seulement pour soi-même, mais pour les autres. Ici, l'éthique de l'amour du lointain telle que la présente Franck s'inscrit en faux contre celle de l'amour du prochain que Franck attribue à Dostoïevski, qui cite d'ailleurs nommément. Or, cet amour du prochain, chez Dostoïevski, il est d'abord un mystère impossible à concevoir et impossible à accomplir pour l'esprit euclidien d'Ivan Karamazov. Dans Les Frères Karamazov, Ivan explique à Alyosha, je cite, « Il faut que je te fasse un aveu, commença Ivan. Jamais je n'ai réussi à comprendre comment on pouvait aimer ses prochains.
Je veux dire, c'est justement les prochains, à mon avis, qu'il est impossible d'aimer. On ne peut aimer que les lointains. J'ai lu, je ne sais plus quand, je ne sais plus où, à propos de Johann le Miséricordieux, un saint, qu'il y avait un passant affamé et transi qui était entré chez lui et lui avait demandé de le réchauffer. Lui, il l'avait couché avec lui dans son lit et il s'était mis à lui souffler dans la bouche qui était purulente et qui puait de je ne sais quelle maladie affreuse. Je suis sûre que ça, il l'a fait dans une sorte de mensonge hystérique, par un amour dicté par le devoir, par un esprit de pénitence qu'il s'était mis sur les épaules. Pour aimer un homme, il faut que cet homme se cache, mais dès qu'il montre son visage, l'amour a disparu. Le commandement d'amour du prochain est impossible à accomplir pour Ivan à cause du caractère dégoûtant de la souffrance qui se trouve pourtant au cœur de la compassion. Nous n'aimons pas voir souffrir les autres, peut-être justement car cette peine nous oblige et nous trouvons tous les moyens pour nier leur souffrance. Ils ne souffrent jamais assez ou pas de la façon dont on imagine qu'ils devraient souffrir. Et puis, si on fait le lien avec la suite du monologue d'Ivan Karamazov, comment aimer dans notre prochain celui qui fait souffrir, qui violente et qui tue. Dans la suite de ce passage, Ivan fait une liste détaillée, extrêmement pénible pour Alyosha, de toutes les façons dont les hommes prennent plaisir à torturer des enfants. Cette coexistence dans la notion de prochain de la victime et du bourreau et la promesse de leur réconciliation future, soit par le pardon, soit par la suppression du mal, rend également l'amour du lointain impossible pour Ivan, justement au nom de l'amour de certains prochains, les enfants qui souffrent maintenant. Voici ce qu'explique Ivan. Si tout le monde doit souffrir pour que cette souffrance achète une harmonie universelle, les enfants, eux, ils y sont pourquoi, dis-moi s'il te plaît. On ne comprend pas du tout pourquoi eux, ils doivent acheter l'harmonie par la souffrance. Pourquoi eux aussi, ils se sont retrouvés comme matière servant de fumier en eux-mêmes à je ne sais quelle harmonie future. La solidarité des hommes dans le péché, c'est une chose que je comprends. Je comprends aussi la solidarité dans la vengeance. Mais cette solidarité dans le péché, elle ne s'étend pas tout de même jusqu'aux tout petits enfants. Et si la vérité est que réellement, eux aussi, ils sont solidaires de leur père dans tous leurs crimes, dans tous les crimes de leur père, alors évidemment, cette vérité-là n'est pas de ce monde. Et moi, elle me reste incompréhensible. Ici, Ivan incarne le point de vue de l'homme de lettres Vissarion Belinsky, qui était proche de Dostoïevski dans sa jeunesse. Et en tout cas, on peut le relier à une lettre fameuse de Belinsky que Chestov analyse à la même époque dans un de ses premiers ouvrages qui s'appelle L'idée de bien chez Tolstoï et Nietzsche, et où Bielinski s'indigne de la possibilité d'acheter le bonheur et la moralité à venir au prix des souffrances passées et présentes. Voici ce que dit Bielinski. Admettons que j'arrive au plus haut degré de la culture. Je ne cesserai pas, quoi qu'il en soit, de vous réclamer des comptes pour chacun de ceux que les conditions de l'existence, l'histoire, le hasard, la superstition, l'inquisition de Philippe II, etc. ont rendu victimes. Sans cela, je préfère me jeter la tête la première au bas de l'échelle. Même gratuitement, je ne veux pas accepter le bonheur. Il faut encore qu'on me rassure au sujet de chacun de ceux qui sont mes frères par le sang. La désharmonie est, paraît-il, la condition de l'harmonie. Il se peut que cela soit très avantageux et très doux pour les mélomanes, mais non, dans tous les cas, pour ceux qui doivent nous donner une expression de l'idée de désharmonie. Ce genre de questions insolubles, pourquoi y a-t-il du mal, comment aimer notre prochain, pourquoi la sainteté, si elle est possible pour quelques-uns, n'est-elle pas possible pour tous et tout de suite, ce sont des questions que Franck s'est posées et qui hantent ses derniers ouvrages, en particulier La lumière dans les ténèbres, et qui vont trouver une solution bien différente à celle qu'il propose ici dans son article sur Nietzsche. Mais à cette époque, dans son premier article, donc philosophique, la question est encore de savoir ce qui a le plus de valeur, et ça passe pour Franck par un dépassement du prochain et du lointain dans la notion de droit, des droits inaliénables de la personne. En fait, le sommet de la morale est occupé par quelque chose d'infiniment éloigné de tous les intérêts subjectifs de quelque prochain que ce soit,
Ce qui est moral, c'est ce qui est noble, c'est-à-dire désintéressé, et susceptible d'élever l'homme au-dessus du développement spirituel moyen. Ce qui est à aimer, ce n'est pas le bonheur de l'homme, mais le sens supérieur de la vie, à savoir une forme de vie qui donne de l'espace au développement spirituel. Et là, Franck commence à aborder quelque chose qui va se développer dans la suite de son œuvre, à savoir l'élargissement de la personnalité dans le nous, par l'amour. Dans la suite de son œuvre, Franck va donc approfondir cette conception d'une profondeur spirituelle de la personne dans L'âme de l'homme, publié à Moscou en 1917. L'amour n'est déjà plus abordé comme valeur, mais en termes d'existence personnelle. Franck explique que le moi empirique, tel qu'il apparaît à la conscience de soi ordinaire, n'est pas superposable au concept d'âme, dans lequel le moi s'enracine néanmoins, mais qui dépasse de très loin sa conscience personnelle. La référence centrale ici est celle de Platon et de Plotin, avec l'idée notamment d'un possible dépassement de soi, d'une ascension entre les différentes parties de l'âme. Epitumia, la partie désirante, le thumos, la partie ardente, et le nous, l'intellect. Franck donne ici en exemple l'amour maternel et conjugal. Bon, l'amour maternel, c'est vraiment un exemple qui revient dans à peu près tous ces textes. Autre exemple, celui de la solidarité clanique chez les hommes et chez les animaux, qui illustre la victoire d'un niveau supérieur de l'âme sur un niveau inférieur, le niveau de l'instinct de conservation et de l'égoïsme. Tout ce qui relève du sacrifice personnel, y compris dans le patriotisme, constitue une ascension vers une unité supérieure. C'est la lutte, non pas du moi contre les pulsions aveugles, mais, dit Franck, de deux moi, l'un inférieur, orienté vers la conservation de soi, soucieux de sa vie, de son confort, etc., l'autre supérieur et surtout plus profond, plus nous-mêmes. Dès cette période, il est clair que l'amour rend l'identité de la personne inexprimable en termes logiques. L'idée d'avoir deux moi, c'est une expression logiquement contradictoire, à moins d'être un nous, c'est-à-dire d'avoir en soi un je et un tu, ce qui est plus ou moins ce que fait Franck sans le nommer clairement. Franck décrit dans ce texte la vie spirituelle comme un cône dont le sommet est en bas, dans les profondeurs de l'être. À un niveau plus profond encore que la volonté ou le courage qui nous permettent de surmonter notre moi inférieur se trouve le devoir, le tu dois, qui est notre moi le plus pur. Mais la morale, au sens de régulation de nos rapports avec les hommes, n'est qu'une partie de cette expérience de contact avec notre moi le plus profond, avec l'unité formatrice idéale en nous-mêmes qui se manifeste comme une réponse à une vocation intérieure. Franck explique, cela a lieu chaque fois que nous reconnaissons l'instance supra-empirique, supra-individuelle de notre moi, sous la forme d'une vocation. Le démon de Socrate, toute voix suprême en nous. L'artiste qu'une vocation impérieuse pousse à créer des images, quand bien même l'accomplissement de cette vocation exigerait de sa part cruauté et indifférence à l'égard de ses proches. Vocation qui, de surcroît, le pousse à créer dans une direction qui n'a que faire des critères et des évaluations établis parmi les hommes. Ça concerne l'artiste. Le penseur, qui éprouve la nécessité de raconter la vérité qui s'est découverte immédiatement à lui et s'est pour ainsi dire révélée elle-même au moyen de son intelligence. L'homme d'État, qui se sent appelé à conduire les hommes vers un but dont il est le seul à avoir connaissance. Le saint, qui a entendu la voix qui le pousse à l'ascétisme, et même l'amoureux, dans l'âme duquel l'amour s'est déployé comme une grande force illuminant et offrant un sens à sa vie. Tous éprouvent les effets de l'unité supérieure, spirituelle ou idéale rationnelle de leur moi, de la même manière et de la même mesure que l'homme se soumettant à l'exigence du bien moral. Cette ascension vers soi-même rappelle la doctrine de Plotin, où l'identité de l'individu est exprimée au pluriel, comme un nous, car nous sommes un mixte entre deux hommes, un homme essentiel et un corps animé, un être amphibie. Dans le traité 27,
Et dans le traité 53, Plotin prend l'exemple d'Héraclès aux enfers pour montrer que l'âme peut vivre deux vies. Ce qui fait dire à Gwenaël Aubry, spécialiste de Plotin, qu'il n'y a pas d'unité et d'identité de ce nous, qui est plutôt l'un ou l'autre de ces deux hommes en fonction de l'actualisation de ce que peuvent être l'un et l'autre, selon un choix de s'orienter vers le haut, vers l'âme séparée, et éventuellement vers l'intellect et vers l'un, ou vers le bas, notre corps animé. Dans ses œuvres suivantes, donc les fondements spirituels de la société et l'inconcevable, Franck met véritablement au point sa conception du nous comme amour assurant l'union dans la différence d'un je et d'un tu. Il a manifestement lu le grand ouvrage de Martin Buber, Je et tu, Ich und du, paru en 1923 et dont certaines formules sont très proches. Ce que Buber met en évidence dans la relation réciproque d'un je et d'un tu, c'est que l'autre est une totalité, dont on ne peut rien extraire sans en faire un seul-un, avec qui dès lors il n'y a plus de relation possible. Le monde du je et du tu, c'est le monde de la relation. Le monde du je et du cela, c'est le monde où il n'y a pas de relation, puisqu'il n'y a pas de réciprocité. Avec le nous, Franck ajoute quelque chose qui n'est pas chez Buber. L'amour n'est pas seulement une relation réciproque, c'est une relation conciliaire, comme je l'ai dit en commençant. Dieu n'est pas mon père, il est notre père. C'est bien un tu, mais un tu pour nous, pas seulement pour moi. Et de plus, il y a une inconcevable ressemblance entre le Dieu chrétien et moi par le mystère de l'incarnation et de la kénose, c'est-à-dire de l'abaissement, du dépouillement grâce auquel Dieu renonce à ses attributs nécessaires pour prendre ceux de l'homme et par cet abaissement même rachète et glorifie l'homme. C'est donc le nous et tout d'abord l'amour de Dieu pour l'homme qui conditionne ontologiquement l'émergence d'un je, dont Simon Franck va ensuite reconstituer la genèse dans l'inconcevable. On pourrait pourtant être tenté de penser que notre je préexiste à tout rapport au réel, puisque ce dernier est toujours abordé, même dans l'expérience la moins intellectualisée, comme mon monde, ma vie, etc. Et s'il est vrai que le surgissement d'une intériorité à soi ou conscience se fait toujours en rapport à un autre hétérogène, le ça du monde objectal ne suffit pas pour me révéler à moi-même comme un je. Il faut pour cela un tu qui m'en donne la possibilité. Ce que Franck exprime très clairement, jusqu'à la rencontre avec un tu, jusqu'au rapport avec un tu, il n'existe absolument pas de je déjà établi. Cette rencontre, elle a lieu très tôt, elle passe notamment par le regard maternel que la mère porte sur son enfant et qui le fait exister comme un tu, donc quelqu'un qui en retour me regarde, s'adresse à moi. Et donc Franck le montre dans l'inconcevable par l'absurde en indiquant que si l'on part du je tout constitué, l'idée qu'il existe d'autres consciences que la mienne, donc l'idée d'un tu, devient contradictoire et incompréhensible. Pourquoi ? Parce que ce que c'est que je, pour moi, foncièrement, c'est un être unique, mon moi, impossible à répéter, un je suis concret. Et parce que je suis unique, l'idée d'un autre je, d'un alter ego, n'a pas de sens. D'une part parce que l'unique est sans réplique possible, et d'autre part parce que l'idée d'une conscience étrangère est contradictoire dans les termes. Ce que je sais de la conscience, ce que j'en vis, c'est qu'elle m'est intérieure et propre. Donc, si le je est tout constitué avant la rencontre du tu, je ne peux jamais lui conférer une ipséité à lui aussi. Il m'apparaît comme les chapeaux et les manteaux que Descartes voit passer sous sa fenêtre, et c'est par un tour de passe-passe incompréhensible qu'on dira qu'il est lui aussi non seulement un homme, mais un je pour lui-même, une ipséité. Les explications du concept de conscience étrangère par analogie à ma propre expérience ou par empathie sont de cet ordre-là et présupposent toujours, selon Franck, ce qu'elles veulent expliquer, à savoir qu'autrui est une ipséité, que des consciences existent en général, alors qu'encore une fois, ce que je vis du je ne me permet pas de le dupliquer et de l'appliquer à autrui.
De plus, la particularité du tu, c'est qu'il n'est pas seulement une conscience étrangère qui s'offrirait impassiblement à mon regard cognitif. Le tu est cette conscience étrangère qui s'adresse à moi, qui me regarde, qui me parle, fait des gestes dans ma direction, bref, qui s'adresse à moi. De sorte que, je cite Franck, « Je prends en même temps connaissance de l'orientation qui l'a fait se diriger vers moi-même. Et ce n'est pas tout, je dois encore prendre connaissance que dans l'orientation qui l'a fait se diriger vers moi, elle prend conscience de l'orientation qui me fait me diriger vers elle. Et du même coup, de la connaissance que je prends qu'elle me connaît en tant que je la connais, et ainsi de suite à l'infini. Tant et si bien que toujours en partant du jeu tout constitué, je ne pourrais jamais ne serait-ce qu'espérer connaître ce tu dispersé en une infinité de savoirs partiels et réfractés entre lui et moi. Ce qui, dit Franck, contredit l'expérience, la perception immédiate et simple d'un tu tel qu'il s'offre clairement à nous dans l'expérience. Et donc, pour Franck, le tu avec lequel je communique ne peut pas m'être donné de l'extérieur. Il faut en revenir au fait qu'avant même toute rencontre, je recherche un tu, et donc j'ai une idée qui constitue la forme originaire de mon unité avec lui. Cette idée, c'est notre nous. Bon, c'est pas une idée claire, évidemment, mais c'est une intuition primordiale qui préexiste à la rencontre du tu et qui rend cette rencontre possible. Cette unité, elle est d'abord présentée comme l'unité relationnelle par laquelle mon je s'établit par opposition et distinction vis-à-vis de ce tu. Donc elle n'est pas immédiatement comprise comme amour, cette unité du je et du tu. Franck écrit « Le je lui-même », c'est dans les fondements spirituels de la société, se constate au moyen d'un acte de différenciation, transformant une unité spirituelle originellement cohérente en un lien de corrélation entre le je et le tu. En effet, fin de citation, en effet, à la différence du monde objectal qui m'apparaît comme ceux qui s'opposent à moi de l'extérieur, comme milieu, comme obstacle ou comme danger, le tu a ceci de particulier qu'il va s'opposer à moi de l'intérieur. Il m'apparaît primitivement, donc pas comme un tout semblable aimable. Le tu m'apparaît primitivement comme un ça, selon Franck, comme un ça qui menace de m'écraser, non pas de l'extérieur, mais plutôt de m'envahir psychiquement. Et donc le jeu se développe contre cette menace d'invasion psychique du tu, non reconnu comme tu, mais appréhendé comme un ça. Dans cette relation au tu comme mystère pas féminin, terrifiant, qui se manifeste par exemple, je dois avoir l'inconscient qui travaille, on va appeler Freud, comme mystère terrifiant qui se manifeste par exemple dans la timidité chez Franck. Le je le cite, ressent alors une angoisse d'une espèce tout à fait particulière, extrême, l'angoisse de l'insécurité intérieure. Aussi se replie-t-il en quelque sorte au plus profond de lui-même, par quoi il prend pour la première fois conscience de lui-même comme d'un être soi doté d'intériorité. Il se referme sur lui-même afin de se défendre contre l'agression. On le voit dans cette relation, le tu n'est pas encore reconnu comme réalité authentique, semblable à moi. Cette relation-là, c'est justement celle de l'amour qui, selon Franck, a lieu, je le cite, lors de la reconnaissance par l'être soi immédiat dans le tu, d'une réalité qui le rassure, le console, qui lui est semblable, apparentée, fort proche, une proximité qui lui est comme une patrie, c'est-à-dire une réalité qui, tout en étant hors de lui est intérieurement identique. Mais qu'elle différencie ou qu'elle apparente l'expérience de ce nous d'où je tire mon origine comme je, n'abolit pas, mais nécessite, c'est important
pour Franck, la coprésence de deux personnes. Il n'y a jamais abolition ou fusion du je dans un nous qui nierait la singularité du je. Aussi fort que l'on s'aime ou que l'on se haïsse, nous demeurons toujours liés, comme le remarque Franck, même quand je reconnais qu'un homme quelconque m'est parfaitement étranger, dit-il dans les fondements spirituels de la société, ou que je me trouve dans un rapport de dissociation ou d'inimitié à son égard, je reconnais que nous sommes étrangers l'un à l'autre, ou ennemis. C'est-à-dire que j'affirme mon unité avec lui dans la division elle-même et dans l'inimitié elle-même. Donc même dans la haine, il y a du nous, et l'ennemi véritable de l'amour, c'est pas la haine, son contraire véritable, c'est l'indifférence, c'est l'apparentement du jeu au ça. On y reviendra avec la critique de l'idéologie soviétique de Franck. Donc, comme le précise Franck de façon certes paradoxale mais conforme à sa conception conciliaire de la réalité sociale, cette primauté du nous, qui s'affirme dans toutes mes relations à autrui, n'est pas du tout exclusive de la primauté du je, ou de nature à en diminuer la valeur propre, comme s'il n'était qu'un produit dérivé du nous, ce qui correspondrait au renversement de l'erreur de l'individualisme moderne que Franck critique à travers Descartes, etc., son renversement en une autre erreur également très dommageable, à savoir le collectivisme des âmes, dont je parlerai tout à l'heure. Je et nous, indique clairement Franck, sont également ni plus ni moins premiers l'un que l'autre. Le je est tout aussi impensable autrement que comme un membre du nous, que le nous est impensable autrement que comme l'unité d'un je et d'un tu. On pourrait toutefois se demander, à partir de ces analyses, si on a bien affaire ici, dans cette réalité primordiale du nous, à de l'amour, car on n'explique pas encore par la reconnaissance de ce nous l'existence au sein de la vie sociale de toutes sortes de liens qui nous unissent et qui nous divisent aussi. Cette objection, Franck se l'est faite à lui-même et il la juge en partie recevable. Il écrit « Les idées développées plus haut, aussi indiscutables soient-elles, font sans cesse l'objet de protestations de la part de la conscience empirique, qui se veut réaliste. Elles s'apparentent pour elle à une sorte de romantisme, d'enjolivement chimérique ou d'idéalisation de la sobre et grossière réalité de la vie sociale où nous voyons régner l'égoïsme, l'isolement, la lutte permanente des hommes entre eux et la solitude à laquelle se trouve condamnée l'âme humaine. » Cette objection paraît en partie recevable à Franck dans la mesure où elle renvoie à deux strates de la vie sociale dont j'ai déjà parlé. Le plan interne, qui est celui du nous, en fait, le plan spirituel, et le plan externe, qui est celui de la dislocation de l'unité dans la dissociation et l'opposition empirique d'une multiplicité de jeux. Cette vie amphibie sur deux plans de l'être, c'est ce qui signe le caractère tragique de la vie humaine pour Franck, puisque ces deux plans ne peuvent jamais parfaitement se coïncider, s'adjointer parfaitement. Aussi, notre parenté commune, aussi réelle soit-elle, la communauté que nous formons entre nous tous humains et même avec la réalité, cette unité totale, en elle-même parfaitement harmonieuse, elle n'est jamais adéquatement perceptible dans la vie empirique, où voilà, les choses se présentent sous l'angle de la division. La société présente donc pour Franck toujours un aspect double selon cette ligne de partage entre son intérieur spirituel et son extérieur empirique. Et donc Franck distingue deux mots pour cela. La société intérieure est celle qui est marquée par la conciliarité dont j'ai parlé tout à l'heure, et sur le plan externe, la société n'est caractérisée que par la socialité. Donc d'un côté,
À ce tiraillement, l'homme se vit intérieurement comme lié à tout ce qui est, comme un monde intérieur sans limite, et de l'autre côté, de l'extérieur, il se perçoit comme une âme enfermée dans les limites de son corps, séparée et opposée à l'âme de tout autre homme qu'il ne peut rencontrer que de l'extérieur et qui lui apparaît soit comme un obstacle, soit comme le moyen d'accomplir ses buts personnels. Le plan extérieur de la société, sa socialité, comme par exemple le droit, l'État, consiste de façon générale pour Franck dans la soumission des hommes à une volonté dirigeante commune. Et elle relève de l'organisation artificielle délibérée et elle apparaît de l'extérieur comme une machine. Sauf que, contrairement à ce qui se passe dans le domaine technique, l'homme est à la fois le matériau organisé et la volonté organisatrice. Ce qui fait que pour Franck, la socialité extérieure, avec son caractère mécanique, est incompréhensible sans l'unité et la dynamique qui forment de l'intérieur la société, à savoir la conciliarité. Même dans les rapports sociaux les plus mécaniques, on retrouve la force agissante de la conciliarité, du nous, donc de l'amour, de la liaison interne des consciences individuelles. Franck en donne deux exemples où le caractère mécanique utilitaire ou contraignant est porté à son maximum et où donc on ne voit pas du tout à première vue cette idée de caractère illimité, libre et unifié de la conscience avec la réalité. Dans l'armée, premier exemple, où règne une discipline de fer et la hiérarchie la plus stricte, Franck explique qu'on ne pourrait contraindre qui que ce soit à se battre si le soldat ne s'éprouvait pas intuitivement comme un membre solidaire de sa nation en guerre. Cette solidarité est ce sur quoi repose entièrement, donc un principe spirituel, le mécanisme de l'armée comme organisation externe. De la même façon, dans le commerce et l'industrie, domaine archétypique de l'utilitarisme froid et de l'association purement extérieure entre les individus. Aucun vendeur, explique Franck, ne ferait affaire avec qui que ce soit s'il n'avait une confiance élémentaire dans l'honnêteté de l'acheteur. Il n'ouvrirait jamais de magasin de peur de le voir piller, de même que le propriétaire d'une usine ne pourrait jamais confier aucune tâche à un ouvrier s'il craignait de sa part qu'il sabote la production, etc. Pour dire en deux mots, s'il n'y avait pas cette unité intérieure, on n'aurait pas assez d'un policier par personne pour faire appliquer la moindre loi et ordonner d'une quelconque façon cette société en un tout. Par conséquent, pour Franck, toutes les formes d'organisation du travail et de régulation des échanges supposent la compréhension mutuelle par laquelle autrui apparaît comme un semblable. Dans cette rencontre silencieuse, je cite Franck, de deux pères dieux, où se révèle et s'éveille le sentiment immémorial de leur coappartenance, de leur unité conciliaire. La conciliarité établie notamment parce qu'autrui me renvoie aux sources immémoriales de notre humanité, un lien mystique entre l'âme de l'homme et le principe ou l'unité absolue. C'est ce qui fait de l'amour une réalité au sens plein du terme. Mais ce lien d'amour, et c'est là un trait essentiel du propos de Franck, ne s'établit pour moi qu'à partir de mes liens concrets avec des hommes concrets et non pas dans une forme de contemplation avide, abstraite de la réalité divine. Seul celui qui aime des hommes concrets aime l'humanité, même si, ou plutôt parce que le lien spirituel de coappartenance qui nous unit est immémorial, c'est-à-dire non pas disparu dans les brumes du passé, mais maintenu vivant jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'amour ailleurs que dans l'amour du prochain, dans l'amour de ceux qui nous entourent. Bon, à nouveau, ça paraît quand même difficilement recevable à l'époque où Franck a vécu, sachant que lui-même a connu personnellement la guerre civile de 17, l'exil forcé en 1917. Comment est-ce que la réalité spirituelle qui sous-tend les formes de la socialité russe, comment cette conciliarité peut-elle rendre compte de l'état d'un pays qui traite certains de ses membres, dont Franck, en ennemis
les chasse hors de ses frontières, les condamne à mort, etc. De quelle réalité spirituelle ces phénomènes sont-ils alors l'expression? Comment Franck explique-t-il ce qu'il voit comme la dislocation de la société russe et dont il fait l'expérience extrêmement concrètement? Dans un petit texte qui s'appelle « Vie personnelle et construction sociale », qui est rédigé au début des années 1930 à Paris, enfin qui est publié au début des années 30 à Paris, on trouve un certain nombre d'éléments de réponse. Le texte paraît dans le contexte de la collectivisation de l'agriculture en URSS et en réaction à la politique de répression par le pouvoir des koulaks et la répression contre le clergé. À partir de 1928-29, les églises sont considérées en URSS comme des entreprises privées et les membres du clergé assimilés à des koulaks. Des arrestations, des exécutions, des déportations massives ont lieu et toute forme d'expression religieuse est interdite. Les lieux de culte sont fermés, détruits, etc. Tous ces faits sont connus en Occident et dénoncés. Et c'est dans donc, ce contexte-là que Franck rédige avec aussi Berdyaev « Vie personnelle et construction sociale », dont une des grandes thèses consiste à dire que le plus grand danger de l'URSS, mais pas seulement, n'est pas la collectivisation des moyens de production, mais la collectivisation intérieure des âmes. En effet, c'est toujours du point de vue des racines spirituelles que Franck critique l'idéal de construction sociale promu par l'État soviétique. Ici, cette construction sociale renvoie à la formation d'un homme nouveau. Et ce qui permet de rattacher l'idéologie soviétique à cette thèse fondamentale de Franck, que ce qui anime une société, c'est sa réalité spirituelle, c'est qu'en fait, pour lui, on n'a pas affaire à un strict matérialisme. Au fondement du communisme, on trouve un enthousiasme, une foi, un messianisme dont Franck trouve les prémices déjà chez les slavophiles du XIXe siècle, avec l'opposition entre les mérites d'une culture russe vivante et l'idée d'un Occident pourri qui mènerait une vie terne, petite bourgeoise, etc. Selon Franck, l'idéologie soviétique promeut l'athéisme, mais avec toute la ferveur de la foi et l'enthousiasme de la construction d'un grand avenir qui sauvera le monde entier. Donc il y a de la spiritualité dans le matérialisme soviétique. Et c'est précisément par ce biais-là que Franck explique la dislocation de la société russe. Cette dislocation, elle tient selon lui à l'hypertrophie du domaine extérieur de la vie humaine, dont j'ai parlé tout à l'heure, par rapport à sa dimension spirituelle intérieure, dont la valeur est niée. De ce point de vue, l'URSS n'est pas le seul pays à s'être tourné vers l'idéal tout extérieur de construction sociale. Franck explique le mépris pour la vie spirituelle, pour toutes les questions relevant de la vie intérieure de la personne, l'attrait pour l'activité purement extérieure, pour la technique au sens large, le rapport de maîtrise à l'égard du monde extérieur, la disqualification sous le sobriquet méprisant de romantisme de tout ce qui ne relève pas de l'aptitude à rencontrer le succès dans l'action et à atteindre des buts extérieurs, tout ceci est largement répandu dans l'esprit de la jeunesse de tous les pays, sans parler de notre époque à nous. Entre l'idéal cynique de l'homme d'affaires à l'américaine, c'est pas mon exemple, c'est un exemple de Franck, exclusivement préoccupé de sa réussite extérieure et de battre des records, et le fanatisme social soviétique qui veut transformer l'homme en détenteur anonyme d'une énergie qui doit être investie entièrement dans la société, pour Franck, la différence n'est qu'apparente. Du point de vue de la part que ces deux idéaux réservent à la vie intérieure de l'homme, ils sont strictement équivalents et ils défigurent les conditions normales, je cite Franck, indéracinables dans le temps de la vie humaine. Quelles sont ces conditions normales?
ce sont celles de l'amour, précisément. Ce sont celles où, je cite, « la participation de l'homme à la vie du monde extérieur s'imprègne de sa vie intérieure, d'une part, et où, d'autre part, elle adopte des formes qui n'inhibent pas, n'oppressent pas la vie intérieure, mais y contribuent et l'enrichissent », ce qui va de part avec quelque chose de l'ordre du droit au loisir, c'est-à-dire le droit inaliénable, absolu et inné de l'homme à avoir une vie personnelle intérieure, indépendante, qui ne peut croître et s'affermir qu'à partir de toute sa profondeur. L'erreur fondamentale et tragique de l'idéal soviétique de construction sociale, selon Franck, qui s'en prend directement à l'esprit conciliaire du nous, c'est donc d'exiger pour le bonheur d'un homme abstrait, fictif, le sacrifice de millions d'hommes vivants. Or, pour Franck, la seule force, je le cite, qui donne un fondement raisonnable et concevable au sacrifice de soi est l'amour. Et l'amour est à son tour un sentiment personnel. Le bonheur pris à la proximité d'hommes vivants, le souci de leur bien-être. Quand des hommes concrets et des générations entières d'hommes sont voués à la souffrance, à la mort, aux privations et surtout sont contraints d'abdiquer leur liberté personnelle et la satisfaction des exigences de leur propre personne au nom du bien supposé d'un homme à venir conçu en pensée, alors nous avons affaire à cette situation contre nature que rien ne justifie d'esclavage général de la personne au collectif, prôné par le fanatisme social. À la toute fin de sa vie, dans La lumière dans les ténèbres, on trouve le même genre d'analyse selon lesquelles ce qui permet de faire quelque chose contre le mal, c'est l'amour du prochain, et certainement pas l'amour du lointain, c'est-à-dire la satisfaction autant que possible, l'aide, le souci des besoins corporels de la personne, incarné, comme le Christ s'est incarné pour le salut de l'homme, etc. Et voilà. Que pouvons-nous conclure des analyses que je viens de présenter ici? D'abord, chez Franck, l'amour n'est pas abordé dans sa dimension érotique, ni comme phénomène social, dans sa dimension conjugale. C'est ce qu'on peut appeler un événement de la vie spirituelle, qui concerne des particuliers, un peuple ou une communauté de fidèles. Il n'y a pas de différence absolue entre ce qui est aimé, puisque les formes d'amour conduisent éventuellement à l'unité la plus absolue qui est celle de Dieu, mais il n'y a pas, dans le fond, l'amour fonctionne toujours de la même façon. Et j'ai trouvé en écrivant mon article une citation de George Sand qui est assez, qui se raccorde à l'esprit un peu de Simon Franck. Dans Histoire de ma vie, elle écrit « L'amour sous toutes les formes domine notre vie entière. Amour filial, amour fraternel, amour conjugal, amour paternel ou maternel, amitié, bienfaisance, charité, philanthropie, l'amour est partout, il est notre vie même. » L'amour n'arrive donc pas au sujet, si l'on peut dire, il fait exister le sujet sur un plan supérieur. Non seulement celui de l'intersubjectivité, mais celui de la conciliarité, soit la reconnaissance d'une communauté de vie avec autrui. Si l'amour est si bouleversant, c'est parce que c'est une rencontre avec la réalité, c'est-à-dire une révélation concrète, totale, de ce que Franck appelle son sociomorphisme, et qui est lié à l'essence trinitaire de la réalité, au sens où dans la création divine, Dieu qui est amour se dépose dans un autre être sans s'aliéner à la création qui reste comprise en lui et qui l'irradie de sa présence. À ce titre, et pour finir, l'amour n'est donc pas un phénomène de nature psychologique, subjective, voire arbitraire, dans lequel le sujet resterait nécessairement prisonnier de ses représentations, en proie à toutes sortes d'illusions. Pour citer Martin Buber, qui est très proche de Franck ici, les sentiments, on les a. L'amour est un fait qui se produit. Les sentiments habitent dans l'homme, mais l'homme habite dans son amour. Il n'y a pas là de métaphore, c'est la réalité. L'amour n'est pas un sentiment attaché au jeu et dont le tu serait le contenu ou l'objet. Il existe entre le jeu et le tu. Mieux que cela, chez Franck, l'amour est
de toute éternité, encore que nous fassions sa connaissance dans le temps de notre vie. Je vous remercie pour votre attention.